H0 moins 1 minute. C'est une base florissante, c'est véritablement un bijou, une pépite de Guyane. 3, 2, unité, top, allumage Vulcain. On est bien à Kourou quand même, enfin, je veux dire, malgré ça, c'est une super expérience de pouvoir venir vivre ici quelques années. La France a négocié une enclave en Amérique du Sud, avec d'un côté les Brésiliens, de l'autre côté les Surinamais, juste pour la base spatiale. De l'étage principal qui reste au milieu. C'est le rêve de l'humanité, toujours de sortir de la Terre, bien entendu. On a du bleu et du blanc. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. La légende raconte qu'au cœur de cette forêt se cacherait l'Eldorado, mais les grands explorateurs y ont laissé leur vie en vain. La Guyane, ou l'Enfer vert comme on l'appelle encore parfois, c'est un territoire grand comme le Portugal, peuplé par 240 000 habitants et encerclé par le Brésil et le Suriname. Un bout d'Amérique du Sud où l'on apprend pourtant le français à l'école de la République. Sur ce territoire damné où croupissaient dans la moiteur du bagne Dreyfus, Seznec ou Papillon, les ingénieurs ont implanté en 1965 un fabuleux terrain d'expérimentation scientifique, le CSG, Centre Spatial Guyanais. Patrick Lucet est l'un de ceux qui s'est pris de passion pour l'aventure spatiale avec le premier pas de l'homme sur la Lune. Alors pour atteindre son rêve, lui, c'est le sol de Kourou qu'il foulera. Moins glamour peut-être, mais 30 ans plus tard, il a toujours des étoiles dans les yeux. Dans une vie d'ingénieur, on ne peut pas rêver mieux que de faire des lancements de fusées. Le lancement, c'est un moment où c'est un concentré d'émotions, où tout se passe. On travaille 2 mois, 3 mois sur un lanceur. Et au moment de la fusée, il y a une libération d'émotions et d'énergie de la fusée bien sûr, mais d'émotions de toutes les équipes qui y travaillent, qui est phénoménale. Pas le temps de traverser Paris en métro que les 1000 tonnes d'Ariane 5 sont déjà en orbite à 36 000 km de notre petite Terre. Alors oubliez Armstrong et son pas sur la Lune. Le leader mondial de l'envoi de satellites, c'est nous. Le super aéroport pour l'espace envoie chaque mois un cargo à destination des étoiles. Mais la formidable réussite du spatial guyanais a pourtant débuté par la fin d'une autre histoire, celle du spatial algérien. Au cœur du Sahara, on préparait nos nouvelles fusées quand est arrivée la guerre d'indépendance. Alors il a bien fallu trouver un autre bac à sable. Alors tout a commencé en 62. Il fallait trouver un site pour l'espace, parce que pour l'espace, il fallait tirer le plus près possible de l'équateur pour bénéficier du maximum de vitesse de rotation de la Terre qui s'ajoute à la vitesse d'impulsion de vitesse qui est donnée par le lanceur. Le pionnier. Après cette grande recherche, eh bien, il a été décidé de choisir le chantier de Kourou, qui était à 5 degrés de latitude nord et qui présentait toutes les capacités possibles, tous les avantages possibles finalement. Parce que d'abord, sa position tout près de l'équateur. Ensuite, le fait qu'on pouvait aussi tirer vers le nord, ce qui est quand même important. Quand on veut faire des satellites d'observation de la Terre, il faut pouvoir les tirer sur une orbite semi-polaire, disons, et qui donc au départ nécessite de pouvoir tirer vers le nord. Et puis ensuite, la Guyane, aucun problème climatique, de tremblement de terre, de cyclone ou de choses comme ça. Un terrain idéalement situé et vierge, enfin presque. Sur la zone que le Centre national d'études spatiales imagine pour ses pas de tir, il existe un bourg de quelques centaines d'habitants et surtout des fermes disséminées dans la savane. Ces agriculteurs créoles seront déplacés. Juliana Chocho avait 10 ans quand sa famille s'est faite exproprier. Elle nous fait visiter la cité du stade, là où ils ont été sommairement relogés. La cour arrière de la maison, ce qu'on avait, à peu près chaque personne avait cette superficie. Sur nos 5, 6, voire 10, 12 hectares qu'on avait, voilà ce qu'on avait récolté.
pour tous. Donc eux, ils ont 2 chambres, donc la cuisine arrive à ce niveau-là. Et ils nous avaient laissé là pour mettre les poules, et ça pour les cochons. L'exproprié. Ben, l'arrivée du CSG est arrivée d'une façon, comment dirais-je, forcée si vous voulez. Hein. C'était une décision de l'État, ça a été fait comme ça, c'était comme ça. Après l'Algérie, bon, on a testé, on a prospecté, c'était la Guyane et puis point barre. On nous en a fait part, on ne nous a pas demandé notre avis. Et moi je dis un grand département comme la Guyane, on aurait pu prendre ailleurs et faire carrément un village scientifique, CSG, etc., autre que là où il y avait des gens. Parce que la Guyane est énorme, il y a suffisamment de place. Alors qu'en plus que l'État est propriétaire de ces terrains-là. Pourquoi choisir Kourou? Donc dans ce contexte des années 50, du dirigisme gaullien quand même, hein, on est dans la politique gaulliste de modernisation de la société française, où tous les grands projets d'aménagement du territoire ne sont pas participatifs. L'historien. Voilà, je décide de bétonner le Languedoc-Roussillon, je décide de faire un centre d'essai dans le Pacifique, un centre d'essai à Biscarrosse dans les Landes, un centre spatial en Guyane. Je fais, je concerte pas. C'est la raison d'État, c'est De Gaulle. Cette expropriation, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne passe pas. Les plaies sont cicatrisées, si on peut y dire, mais à l'intérieur, c'est pas guéri. Ça a été vécu par ceux qui l'ont vécu comme quelque chose de très traumatisant, parce qu'il faut remonter à l'histoire foncière de la Guyane et à l'histoire sociale. Donc c'était la 2e génération après l'esclavage. Donc en 1848, on a l'abolition de l'esclavage, et donc là, on a un phénomène qu'on retrouve dans toutes les sociétés post-esclavagistes, où les anciens esclaves vont prendre possession de la terre, sans droit, sans titre, se tailler individuellement une histoire agricole, ce qui est difficile ici. Et les années passent pour arriver dans les années 60, où là, à nouveau, l'État les exproprie. Donc ça, il faut vraiment comprendre que c'est difficile. Ils ont la mémoire de leur père ou grand-père ou arrière-grand-père qui construit ce terrain, qui le crée de toutes pièces, quoi. Et en marge des grandes propriétés esclavagistes de l'époque, par exemple. Autour de ces personnes incapables de faire valoir un droit sur ces terres qui ne leur appartiennent pas, toute une génération se révolte. On y voit un énième relent de colonisation. Alors cet événement sera le point de départ de l'éveil politique d'une nouvelle classe guyanaise. Dans l'histoire politique guyanaise, on va voir que dès les années 60, la gauche guyanaise va effectivement se cristalliser autour de cet événement. Et puis plus tard, des hommes politiques ou une femme politique comme Christiane Taubira, dans les années 90, va commencer à construire sa carrière autour de cet événement. C'est une des premières grandes questions parlementaires qu'elle posera, ça sera la question foncière en Guyane, qui date des années 98. Une des premières grandes conférences qu'elle va organiser sur le site de la base spatiale aura lieu sur le site du bourg de Malmanouri. Malmanouri qui était un lieu-dit à quelques kilomètres de Sinnamary, qui a été complètement exproprié. Maintenant que la place est libre, le plus dur commence pour le CNES. Les 98 000 hectares de terrain donnés par l'État sont à cheval entre forêts équatoriales et marais insalubres. Alors pour travailler dans ces conditions, on fait appel à une main-d'œuvre qui connaît les difficultés du terrain. Amérindiens, créoles, brésiliens, colombiens, surinamiens, c'est l'Amérique du Sud entière qui bâtit le port spatial de l'Europe. Au maximum du chantier, il y a dû y avoir 3000 ouvriers. C'est pas négligeable, évidemment. Dans un an, alors quand on est arrivé en Guyane, où tout dormait tranquillement, quand même, parce qu'il y avait 40 000 habitants dans le département, qui fait 1/5 de la France, comme vous savez. Enfin, évidemment, c'est surtout la bande côtière qui est habitée. Quand on est arrivé, on arrivait un peu, on a l'impression de réveiller beaucoup de gens, quoi, voilà. Alors on a fait s'implanter des tas de choses. Les entreprises ont été sélectionnées par appel d'offres. On a été obligé au début de créer un petit peu de tout quand même. L'ambition gaullienne du centre spatial va en effet nécessiter une petite mise à niveau infrastructurelle. On construit une route, 2 ponts, un port, une partie de l'aéroport, un hôpital, une centrale électrique, une station d'épuration et même plus tard le plus grand barrage hydroélectrique français. Et surtout, on bâtit une ville, car des centaines d'ingénieurs avec femmes et enfants s'apprêtent à venir travailler, alors il faut bien les mettre quelque part. Ils ont décidé de construire une ville nouvelle,
Et ils ont pour cela fait appel à des cabinets d'architectes et des bureaux d'études spécialisés dans la question des villes nouvelles. Donc Michel Arnaud en particulier, qui est un monsieur qui a travaillé avec le cabinet Serrette sur la ville nouvelle de Sarcelles par exemple. Et donc ils ont travaillé en amont des villes nouvelles créées en métropole dans cette même période, Villeneuve d'Ascq, Sarcelles, etc. Ils ont créé un plan d'abord pour 6000 habitants, avec le principe même de la ville nouvelle, de l'habitat collectif, des commerces en dessous, une centralité, une vraie pensée urbaine inspirée d'autres modèles. Donc ils ont vraiment pensé intégralement la construction d'une ville avec toutes ses fonctions. Pour bâtir et gérer le nouveau Kourou, le CNES crée la Simco, Société immobilière de Kourou. Claude Matisse, son directeur, a vu la ville se développer. En 1968, donc la base s'est installée, la base spatiale, les pas de tir, et aussi la création de la ville. Alors c'est une ville qui a été donc créée de manière artificielle. L'aménageur. On voit mal parce que c'était nuageux, mais c'est une ville qui est très hiérarchisée. À l'époque, on disait « dis-moi où tu habites » et on te dira comment tu es classé dans l'organigramme du CSG. Vous aviez la zone de direction, la zone des cadres, la zone des agents de maîtrise et puis la zone pour les ouvriers. Au tout début de l'activité du spatial, la ville était organisée pour permettre aux ingénieurs du centre spatial d'habiter selon des standards qu'ils connaissaient. Et à cette époque, les autres secteurs de la ville n'avaient pas encore ce standard. Le métropolitain. Le centre spatial a complètement changé la vie de Kourou. Kourou s'est étendu de façon très importante. C'était une vie qui était déjà riche, qui avait ses traditions, mais qui était sans commune mesure avec ce que peut être la ville aujourd'hui. La ville d'aujourd'hui s'est énormément étendue. Je n'ai pas le ratio de surface, mais c'est très important. Diamant, Véronique ou Eldo, à chaque programme spatial, les urbanistes du CNES agglomèrent un nouveau quartier qui porte son nom. Donc la ville s'est développée au fur et à mesure, mais je dirais sans programme d'aménagement concerté. Ce qui fait que quand vous allez à Kourou actuellement, encore, on s'y perd un peu. Je veux dire, le plan de la ville, il n'est pas très lisible. Les voies ne sont pas hiérarchisées. Vous ne savez pas si vous êtes sur une avenue principale ou sur une impasse. Effectivement, ils ont pensé à une base ville, ils n'ont pas pensé à une ville. À la fois trop proche de Cayenne et trop loin de la culture guyanaise, sous la peinture délavée se cache maintenant une cité dortoir de 26 000 habitants. Une ville champignon qu'on a fait grandir trop vite et qui se cherche encore une identité entre fusée et forêt. Un kaléidoscope urbain où se croisent des communautés que tout sépare. Jusqu'à présent, on a réussi à mixer la population. C'est pas toujours facile, parce que qu'est-ce qu'un ingénieur du CNES a à dire à un Saramaka quand on les met dans la même rue? C'est pas facile. Le secteur spatial a apporté ici tellement de monde qu'il y a eu effectivement une vraie mixité des populations qui s'est opérée en Guyane, et avec, de mon point de vue, avec une certaine réussite. Aujourd'hui, c'est carnaval. Rien de mieux que cet événement incontournable pour tester le fameux cocktail guyanais. Le défilé préparé depuis plusieurs mois réunit créoles, métropolitains, amérindiens, noirs, marrons et même chinois. Et s'ils se retrouvent ensemble dans cette joyeuse parade, c'est que tous sont venus chercher le nouvel Eldorado. Une trentaine d'entreprises sont installées sur la base pour permettre aux fusées de décoller. Avec ses 3 lanceurs et son offre complète de transport de satellites, l'industrie spatiale est vite devenue le premier employeur de Guyane. Bernard Chemoul, directeur du CSG, nous l'explique. En Guyane, il y a environ 1650 personnes qui travaillent sur cette base, qui représente une bonne partie de l'emploi en Guyane si on s'intéresse au développement économique de la région. Le directeur du centre. La filière spatiale permet d'occuper environ 15% de la population de Guyane, qui fait que nous sommes un acteur de premier plan. La présence d'une base spatiale induit une activité touristique, induit des nécessités de transport, des nécessités de soutien à la base, et tous ces emplois-là sont effectivement évalués. Quand les boosters se mettent en route, c'est toute l'économie de Kourou qui décolle.
9000 emplois directs et indirects, 15% du PIB ou encore 35% du flux touristique. Pour un emploi sur la base, on dit que 6 autres sont créés. Mais malgré tout le génie des hommes, lancer des fusées est une activité à risque, où tout ne tient qu'à un boulon. C'est déjà formidable. Tous les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale. Échec, c'est un échec, c'est un échec. Heureusement, on ne lance du CSG que des satellites. Mais en ce triste jour de 2002, les seules retombées seront pour l'océan. Car quand la fusée explose, c'est tout Kourou qui se consume, et son avenir qui, à chaque fois, est remis en jeu. Au début des années 90, il y avait un programme spatial ambitieux qui était le programme Phèdre. Hein, le programme Phèdre qui était donc la navette spatiale habitée Hermès. Bon. Donc on nous a dit, écoutez, navette Hermès, ça va encore amener du personnel supplémentaire. Les contrôles, au lieu d'avoir 2 contrôles, on en aura 5, 6, etc. Il y aura beaucoup de monde. Simco, viabiliser les terrains, hein, de manière à ce qu'on puisse se construire et accueillir les gens. On a donc viabilisé des terrains jusqu'au moment où le programme Hermès a été abandonné. Et du jour au lendemain, on nous a dit non, arrêtez, stoppez tout. Voilà. Malheureusement, nous, on avait déjà viabilisé des terrains pour des dizaines de millions d'euros, et tout était commercialisé, et en l'espace d'un mois ou deux, toutes les réservations de commercialisation étaient annulées. Ce que je dis là-dedans, c'est la fragilité de baser le développement d'une ville sur une monoactivité. C'est très risqué. Si on retire la base spatiale, mais je pense que ça... Ça sera sans doute compliqué pour José. Il a monté son restaurant et comme les autres commerçants de Kourou, il vit grâce au centre spatial sans se soucier de ce que veut dire Propergol ou orbite polaire. Ma clientèle, c'est plutôt les métros, et puis disons 70% de métro et 30% de locaux. Le commerçant. On s'est dit, bon, faut ouvrir un truc pour les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'Hexagone, pour qu'ils puissent au moins constater, voir ce qu'on a de local, ce qu'on peut leur proposer localement. On a une variété qui est vraiment importante de brochettes qu'on peut présenter à nos clients. Du mérou, viande de bœuf, d'acoupa, crevettes. Et également, on faisait aussi des saucisses, saucisses de Toulouse. Les fameuses saucisses de Toulouse guyanaises. Mais quand on sait que les ingénieurs sont formés pour beaucoup dans la ville rose, c'est plutôt malin. Ici, tout est fait pour ces métropolitains en recherche d'exotisme et dont les salaires sont majorés de 65%. Moi, dès le départ, j'ai fait beaucoup d'efforts pour prendre tous les gens sur place qui étaient susceptibles d'avoir un profil intéressant. Mais on est obligé d'en faire venir beaucoup, donc il faut leur donner des avantages. Et c'est certain que ça crée une sorte d'inflation salariale sur place, et puis une disparité, une injustice, disons, avec ceux qui sont sur place et qui n'ont pas droit à ces indemnités d'expatriation. Kilo ici. Donc, je sais pas combien sont, souvent c'est 1,80. C'est combien 2 euros. Ça a augmenté, c'est cher. En fait, le fait que le CSG se soit implanté ici en Guyane, ça a un peu faussé tous les prix, surtout à Kourou, parce que ils ont un niveau de vie qui est plus élevé que la population. Et du coup, les prix flambent. Au niveau des loyers, au niveau des prix du marché, les prix du Super U, tout est plus élevé. Les différences de niveau de vie qu'on peut retrouver à Kourou, hein, c'est une poudrière. Hein, ça pourrait péter vraiment du jour au lendemain. Car tout le monde ne travaille pas sur la base. Le chômage en Guyane dépasse les 20%. Par exemple, le village Saramaka est un ancien bidonville construit spontanément par les travailleurs venus du Suriname. Ici, le chômage touche les jeunes encore plus qu'ailleurs. Alors pour ces petits-fils d'ouvriers, la fusée c'est comme un diamant sous la vitrine du bijoutier. On peut toujours rêver. Je ne sais pas à quoi sert la base spatiale. Je ne sais pas à quoi ça sert ça. Ça sert juste à faire c'est comme si c'était une pub pour la Guyane quoi. Mais je ne sais pas où va l'argent.
On a besoin de tas de trucs au village, nous. Ici, en Guyane, nous les Saramaka, c'est comme si on nous a oubliés, quoi. Mais, par exemple, moi, je veux dire ça, je sais pas comment ça se fait qu'on oublie des gens qui vous ont rendu service. Ça, c'est vrai. Oui, je sais pas comment ça se fait, ça. C'est le président Mitterrand qui avait dit que c'est pas normal de tirer les fusées sur fond des bidonvilles. Du coup, à l'époque, ils ont accéléré un peu les choses. Mais pour moi, c'était pas vraiment un bidonville, c'était un village de travailleurs. C'est tout l'intérêt de ce poste de maire, c'est à la fois se battre pour mettre tous les quartiers qui avaient été oubliés au même niveau que les quartiers nouvellement créés. Et ça passe bien sûr par l'amélioration du cadre de vie, puis ça passe aussi par une approche individuelle, je veux dire. L'homme politique. Alors oui, il y a toujours ces quartiers qui se disent un peu lésés, mais il faut observer quand même qu'il y a un travail important qui a été réalisé, qui reste certes insuffisant, mais comment passer en moins de 30 ans d'une population de 500 habitants à une population de 26 000 habitants, un territoire urbain qui a été multiplié par 10 en moins de 30 ans, ça nécessite effectivement un financement particulier. Un territoire double face où le meilleur côtoie le pire. Parfois, on se dit que le seul point commun entre la base spatiale et sa ville, c'est le nombre de paraboles. Si le CNES s'est désengagé des missions annexes comme l'aménagement de Kourou, il reste fortement impliqué sur le territoire. 5% du chiffre d'affaires est reversé en diverses subventions aux collectivités locales ou aux entreprises par le biais de la mission Guyane. Il y a vraiment une réflexion sur le long terme de développement économique. Par exemple, lorsqu'on choisit des projets, un des critères, c'est de savoir combien d'emplois va créer le projet de manière pérenne. Et donc, si on peut citer un chiffre, depuis que la mission Guyane existe, nous avons créé, par l'intermédiaire et par l'action de la mission Guyane, plus de 3500 emplois pérennes. Le centre spatial est soumis à une fiscalité réduite. Le CNES, par exemple, a été exonéré de toute taxe professionnelle. Alors pour certains, ces aides ne sont que de la poudre aux yeux, une manière d'acheter la paix sociale et de faire taire les revendications. J'appelle ça le fait du prince. C'est-à-dire le CNES donne ce qu'il a envie, quand il a envie. L'indépendantiste. Pour moi, ce n'est pas une politique cohérente qui peut amener un développement. Ce n'est pas un schéma de développement. La base spatiale ne sert pas de point d'appui, comme on l'a laissé croire, comme on le répète à l'envi, pour le développement de la Guyane. Il y a des questions qui sont clairement posées. Est-ce que le spatial ne doit pas davantage contribuer au développement de l'activité économique? Nous voyons que dans d'autres régions de France, d'ailleurs il y a un rapport sénatorial qui démontre que dans d'autres régions de France, des industries de pointe drainent davantage l'activité économique. Bien sûr, ce qui est choquant, c'est que nous voyons un plateau technique de pointe, le port spatial de l'Europe, et dans d'autres secteurs, la santé, l'éducation, où effectivement ce sont des domaines qui sont en souffrance. Finalement, le CSG, c'est surtout un atout majeur sur le plan géopolitique. La France ne l'a pas installé ici pour développer la Guyane, mais bien pour renforcer son indépendance nationale et militaire. Le spatial, c'est une question de souveraineté pour une nation, et avoir un moyen d'accès à l'espace, c'est quelque chose de très important qui permet à une nation d'accéder à tout un ensemble de technologies qui ne sont pas accessibles par des moyens terrestres. Alors Kourou est devenu une zone stratégique. Pour preuve, chaque lancement de fusée donne lieu à un déploiement de forces armées impressionnant. Et au premier plan, la Légion étrangère, déplacée de Madagascar dès les années 70, pour aider l'implantation de la base. Le 3e régiment étranger d'infanterie a pour mission principale, depuis son arrivée ici et encore aujourd'hui, la protection du centre spatial guyanais. Il n'y a jamais eu de problème d'intrusion. En revanche, toutes les situations géopolitiques internationales actuelles, avec le poids qu'a pris le centre spatial, avec tous ces lanceurs qui ont été développés et qui sont lancés maintenant, le nombre de lancements qui s'augmente d'année en année, rend cette menace beaucoup plus probable et en tout cas dangereuse. On n'aura pas le droit à l'erreur. Paradoxalement, dans cette ville truffée de casernes, le taux de délinquance est l'un des plus forts de France. Par exemple, les pêcheurs subissent des attaques quotidiennes, parfois physiques, de concurrents venus des pays voisins.
Alors il commence à en avoir marre de voir l'État protéger sa fusée chérie, mais pas les eaux territoriales françaises ni leur outil de travail. Vous avez d'un côté une Guyane qui est hyper moderne. Le gréviste. Et de l'autre côté, vous avez une Guyane qui est à la remorque, et qui est laissée pour compte. Étant donné l'importance stratégique du CSG, c'est forcément devenu un moyen de pression pour les Guyanais. Aujourd'hui, jour de lancement du vol 512, les pêcheurs sont venus manifester devant la base, qui devient un levier politique pour se faire entendre d'une capitale trop lointaine. Je pense que l'État, le gouvernement français veut que ça se passe, que le lancement de fusées se passe simplement, sans qu'il y ait trop de remous. Nous savons qu'au départ de chaque lancement, vous avez des journalistes qui viennent de la métropole. Et il fallait absolument que ça se sache en métropole, puisque nous avons l'impression que depuis une semaine, il y a un embargo sur ce qui se passe en Guyane dans les journaux télévisés en métropole. Et nous avons l'impression que, et c'est plus qu'une impression, que dès lors que tout se passe bien au CSG, au Centre spatial guyanais, et que les fusées décollent sans problème, le reste, on n'en a rien à faire. C'est vrai qu'un enjeu aussi important tel que le spatial, qui a un intérêt national mais aussi européen, reste encore effectivement un élément de pression pour permettre et faire entendre au gouvernement qu'il faut qu'il y ait un soutien particulier pour le développement de cette région. Le CSG, c'est la rencontre difficile entre l'histoire post-coloniale guyanaise et un outil de rayonnement de la France. Chacun s'appuie sur l'autre pour arriver à ses fins. Du bagne à la fusée, l'image de la Guyane s'est considérablement modifiée. Cette installation aura permis de faire connaître ce petit confetti de l'Empire, comme disait Napoléon, et pour le monde entier, c'est devenu le territoire du rêve scientifique. Mais quand on y regarde de plus près, c'est surtout le territoire d'un déséquilibre profond, d'où la relation complexe de dépendance et répulsion qui s'est instaurée. Une chose est sûre, le carnet de commandes est bien rempli, l'histoire du spatial ne fait que commencer. La Guyane devra donc choisir si pour son avenir, elle ne devrait pas plutôt se tourner vers sa terre pour mieux accéder aux étoiles. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau.